Je trouve malheureusement que beaucoup d'entrepreneurs se sont épuisés à chercher du financement au lieu de se concentrer sur leurs produits et leurs services. Quand on parle à un entrepreneur en démarrage, en stade d'idée, il va te dire « je veux du financement ». Il ne faut pas lever au début. Tu as besoin de connaître le secteur d'activité dans lequel tu t'engages, connaître ton marché, connaître ta valeur, mais au-delà, tu as besoin de comprendre ton problème. Parce qu'au final, il faut trouver sa niche. C'est ça le nerf de la guerre. Quels sont les facteurs de succès et quels sont les facteurs d'échec qui reviennent plus dans l'écosystème? Product Market Fit, le relationnel. Et le troisième, je dirais l'équipe. Les facteurs d'échec, rester dans sa zone de confort, ne pas miser sur l'équipe, pas trouver en fait son Product Market Fit. 60% de la population a moins de 19 ans. On vient de commencer l'année 2026. En 2030, l'Afrique sera la première force de travail au monde, alors que 2030, c'est demain. Et on a encore une masse critique à former. On a besoin d'investir dans la jeunesse. Plus que jamais, c'est urgent et c'est pour moi en tout cas quelque chose qui reste aujourd'hui problématique. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans l'écosystème entrepreneurial en Afrique francophone et au Sénégal particulièrement? Notre système éducatif a un gros rôle à jouer dans les entrepreneurs qu'on veut créer demain. L'écosystème commence à l'école. On a encore un vrai pont à bâtir avec les universités pour amener ces modèles itératifs, ces modèles de développement, la culture entrepreneuriale, le mindset d'un entrepreneur dans le système éducatif, les inculquer parce que c'est des compétences qu'on demande aujourd'hui dans le monde professionnel. On attend des employés qui pensent comme des entrepreneurs et qui travaillent comme des entrepreneurs. Qu'est-ce que tu as envie de dire à la Eva Sow adolescente? Be like the water. Be flexible, be agile. You're gonna find your way, no matter what. La vie est faite de 10% de ce qui se présente à toi, mais de 90% de comment tu y réponds. Pour la première fois, des experts, des entrepreneurs et des investisseurs te partagent des stratégies concrètes pour te permettre de devenir la meilleure version de toi-même. Ils vont te délivrer l'information noire, des secrets jamais révélés pour te développer personnellement et financièrement. C'est ça, la masterclass Business Expertise. Pour que nous puissions continuer à te donner gratuitement encore plus de ressources qui transforment ta vie, nous avons besoin de ta force. Il suffit juste de cliquer sur le bouton s'abonner. Merci de faire partie de ce mouvement de changemakers qui font bouger l'Afrique. Hello Eva, comment tu vas? Salut Manu, je vais bien et toi? Ça va très bien. Merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui. C'est moi qui te remercie de ta disponibilité vu que tu te déplaces beaucoup et il y en a beaucoup qui ont besoin de ton expertise. Aujourd'hui, on te récupère un peu. Tout le plaisir est pour moi. Pour profiter un peu. Tout le plaisir est pour moi. Merci beaucoup. Alors, la première question que je vais te poser. Imagine, tu es devant des personnalités, de potentiels bailleurs, de potentiels partenaires. On sait que tu travailles beaucoup avec les communautés et on sait que tu veux faire énormément de choses pour impacter. OK? Et aujourd'hui, tu dois te présenter. OK? Mais sans humilité, tu dois te présenter parce que tu dois pitcher un projet qui doit impacter des centaines de milliers de personnes. Comment est-ce que tu te présentes devant ces personnalités sans humilité? Alors, exercice difficile pour commencer, mais je vais essayer. Je pense que les entrepreneurs ont toujours un peu de mal à parler d'eux-mêmes et de façon générale. Laisse-moi commencer. Donc, mon nom est Eva Sow Ebion. Je suis une africaine, panafricaine fière, maman de 2 filles qui me permettent de réinventer le monde de façon différente, avec une approche très tournée vers le futur. Je suis entrepreneur, je porte ma voix bien entendu, mais la voix de beaucoup d'autres femmes qui ont envie de s'investir, de beaucoup de communautés qui ont envie de changer les choses, de beaucoup d'entrepreneurs qui ont envie de prendre des risques. Et avec vous, si vous me donnez les moyens, on va pouvoir co-créer quelque chose qui nous impacte, mais surtout qui impacte la génération à venir. Great. Et comment est-ce que tu pourrais résumer ton parcours depuis tes débuts dans l'écosystème? Exercice difficile aussi. J'ai toujours été très multicasquette et je pense que
on est dans une société, dans un monde où pendant longtemps, on a voulu en fait savoir ce qui passionnait les gens, ce qui était un petit peu la casquette constante qu'ils portaient. J'ai toujours été très multicasquette. Mon parcours se résume, on va dire, en trois grandes étapes. La première qui est la révélation des passions, si je peux dire ça ainsi. J'ai toujours été attirée par l'art, par l'humain, par les autres, par des cultures différentes. Et donc, révéler mes passions, c'était d'abord écouter mon cœur avec beaucoup de volontariat. Donc, que ce soit dans des associations littéraires, que ce soit dans des associations communautaires. J'ai moi-même à l'époque monté une association de femme à femme où il s'agissait vraiment de valoriser cette sororité pour pouvoir avancer. Donc la découverte des passions, de ce qu'on aime, de l'autre, des problématiques aussi auxquelles on est confronté, c'est vraiment la première étape. Et ça a été pendant mes années universitaires, mais aussi dans l'intervalle entre mes premiers boulots et le travail. La deuxième grande étape, c'est ce que j'appellerais la découverte. Et c'est parce que j'ai eu la chance de tomber dans un écosystème qui était tout nouveau. Je te parle là de 2010. Donc, quand on parlait d'incubation, les gens ne savaient même pas c'était quoi un incubateur. Et j'ai eu la chance de rejoindre le premier incubateur en Afrique francophone qui était CETIC. Et ça m'a fait découvrir tout un monde digital, un monde futuriste, un monde aussi où il fallait réinventer, que ce soit des modèles économiques, que ce soit des modèles d'adoption, que ce soit des usages en fait de tous les jours. Et ça a beaucoup fondé qui je suis, ça a beaucoup fondé ce que je fais. Depuis, il y a eu donc le CETIC, à l'issue du CETIC, et parce que j'accompagnais des entrepreneurs en fait dans la tech qui étaient toutes nouvelles, j'avais moi-même envie de mettre mes baskets dans celles d'un entrepreneur. J'avais envie d'aller beaucoup plus loin que la théorisation de l'accompagnement, la théorisation des modèles économiques. Et donc, j'ai fondé Ndougi, qui était à l'époque la première plateforme de livraison de légumes bio. Et ça a été une expérience incroyable pour comprendre comment est-ce qu'on développe ces plateformes, comment est-ce qu'on met en place un modèle de supply chain qui fonctionne, comment est-ce que les gens l'adoptent, comment est-ce qu'on trouve son product market fit. Donc, ça a été une belle leçon pour pouvoir accompagner les entrepreneurs eux-mêmes. Et ça m'a donné surtout l'envie d'aller beaucoup plus loin avec Kinaya Ventures qui est arrivé après, où on a cofondé une plateforme d'open innovation pour travailler justement avec les corporates et les mettre en lien avec les startups pour apporter ce que les startups savaient faire de mieux, innover et bénéficier en tout cas de toute l'infrastructure, pas seulement financière, mais systémique que les corporates pouvaient apporter. On a travaillé avec de très belles boîtes, que ce soit Elle, que ce soit Nestlé, un peu partout sur le continent. Et c'est ce qui m'a permis aussi de continuer à grandir au-delà de l'Afrique francophone et de rejoindre le premier gathering des hubs d'innovation qui était en fait la première rencontre des leaders d'hubs d'innovation sur le continent africain. Et c'est là que toute l'aventure i4Policy a commencé pour moi. i4Policy a une grande partie de mon cœur. Parce que ça m'a permis en fait de comprendre comment est-ce que des processus de co-création se mettent en place, comment est-ce que on travaille ensemble, comment est-ce que on crée de la valeur à partir de nos différentes passions, de nos différentes compétences. J'ai dirigé i4Policy pendant près de 5 ans avant de rejoindre depuis bientôt 4 ans Meta, donc qui est aujourd'hui, je vais dire, la troisième étape, qui est en fait la découverte de soi. Je pense que on avance, on grandit et on se rend compte en fait que notre humain, notre être dans son intégralité est fait de plusieurs choses. Donc, il ne s'agit pas uniquement de bâtir sa famille qui reste une priorité fondamentale, de bâtir son environnement où on va évoluer, donc son environnement professionnel. Il y a, je trouve, avec tout ce cheminement et tout ce parcours aujourd'hui, un monde très spirituel qui m'intéresse beaucoup depuis maintenant 3 ans, donc très tourné par l'intérieur, qui nous sommes et comment est-ce que finalement on trouve sa place réelle dans le monde. Et depuis CETIC Dakar, où tu as accompagné énormément d'entrepreneurs,
Et jusqu'au programme de Kinaya Ventures, les programmes MetaBoost, ainsi de suite. Est-ce que tu as une idée du nombre de personnes que tu as impactées et le nombre de pays couverts? Oh wow, c'est une grande question. C'est vrai que tu parles de MetaBoost, j'ai oublié l'aventure avec Meta, parce que c'est vrai qu'avant de rejoindre Meta, j'ai couvert leur programme sur l'Afrique francophone, donc sur 7 pays pendant plusieurs années. Alors en termes d'impact, je pense que j'ai jamais mis les chiffres tous ensemble, mais quelques idées comme ça qui me viennent en tête. À l'époque, au CETIC, on a fait un gros travail de fond au sein même des communautés, parce que c'était la première vague de hackathon et ça a apporté une énergie incroyable auprès des jeunes. Donc, on est parti à Ziguinchor, à Saint-Louis, à Thiès, on allait partout et on aidait les jeunes à créer de nouvelles idées. Donc, il y en a à peu près 1500 à ce moment-là qui ont été coachés à travers ces hackathons. Et en termes d'accompagnement de start-up, on parle d'à peu près 200 start-up. C'était déjà à ce moment-là un nombre incroyable. Avec MetaBoost, on en a formé plus de 35 000 dans la région. Donc, c'est aussi un gros nombre. Avec i4Policy, j'ai eu la chance de travailler avec près de 1000 communautés sur le continent, couvert 19 pays. Donc, c'est aussi beaucoup. Et aujourd'hui, dans mon rôle, j'ai la chance de couvrir pas seulement l'Afrique, mais l'Afrique, le Moyen-Orient et la Turquie. Donc voilà, ça me permet de continuer à grandir en termes de pays et d'impact. Mais c'est une question intéressante. Je porte un regard quand même assez différent aujourd'hui. Je trouve que pendant longtemps, on a porté beaucoup d'importance aux indicateurs, donc aux metrics, combien on en forme, combien on bénéficiait de nos programmes. Et c'est un aspect qui est important quand on parle de financement, quand on travaille avec les bailleurs, quand on met en place même son système de M&E. Quand je le regarde, n'empêche, à l'échelle macro, aujourd'hui, je porte un peu moins d'importance aux métriques et c'est juste un avis personnel. C'est plutôt pour moi l'impact, donc l'impact profond. Est-ce qu'on arrive à passer à l'échelle, donc le modèle, le processus, est-ce que c'est un processus qu'on peut faire grandir? Je m'intéresse beaucoup aussi aux questions de sustainabilité. Est-ce que c'est comme ça qu'on le dit en français, de durabilité? Durabilité. C'est en anglais. Mais je m'intéresse aux questions de durabilité. Je me dis tout le temps, il s'agit pas juste de mettre en place un programme. Il s'agit de mettre en place un programme qui va permettre aux gens d'avoir le full leadership dessus pour pouvoir continuer à le dérouler. Donc la question de la durabilité dans la manière même dont on implémente tous ces programmes et dont on forme les autres est pour moi important. Et le message en fait au cœur de toute cette approche, c'est de se dire: on apporte des modèles innovants, on apporte des modèles impactants. On doit s'assurer de pouvoir réellement les laisser fonctionner au sein de la communauté par des gens de la communauté. En tout cas, je tenais aussi à te dire merci parce que je fais partie de ces personnes qui ont été impactées par ces programmes-là, notamment le programme MetaBoost. Et j'ai été impressionné par votre agilité à cette période-là. Je pense qu'il y a eu à un moment donné Covid, Oui. ce qui ne vous a pas arrêté. Oui. Moi, j'ai suivi les programmes en ligne. Et à cette période-là, je connaissais déjà Mohamed VI, je connaissais déjà El Ajba, je connaissais déjà Insa qui ont fait aussi un travail colossal. Super. Et tous les autres de la team, en tout cas, je tenais à vous dire merci pour ce... Voilà, parce que... Merci beaucoup. Ça a été des outils qui nous ont... En plus, c'était une période où il y avait Covid, où il y avait vraiment ce besoin d'avoir des outils pour, continuer à faire ces activités grâce au digital. Et heureusement que vous étiez là. Merci beaucoup pour cet impact. Merci beaucoup pour ça. Et si je peux rebondir très rapidement, Manu, parce que ce qui en ressort pour moi, c'est que on ne peut pas y aller seul. On doit y aller ensemble. Et toutes ces expériences, que ce soit au CETIC déjà, mais Kinaya, MetaBoost, t'as mentionné, Elage, Issa, Yaï Néné, Mohamed.
je pense en fait qu'on avait tous la volonté de bâtir quelque chose de solide ensemble et donc on a créé l'espace pour tous y aller ensemble. Et chacun avait une valeur particulière, chacun avait un rôle particulier et on a pu aller beaucoup plus vite. Covid était une période challenging, mais une période très intéressante parce que quand Covid est arrivé, nous, on travaillait déjà en ligne depuis 2-3 ans. On délivrait des sessions depuis 2-3 ans. À l'époque, j'avais confondé iFoPolicy et on était une équipe éparpillée sur 12 pays d'Afrique. Donc, on travaillait déjà, nous, totalement remote en ligne. Et donc, on a permis à nos partenaires, à nos bénéficiaires et finalement à nous-mêmes de grandir très vite parce qu'on avait déjà pris le risque de tester des modèles totalement en ligne. Great. Et après toutes ces années de travail acharné, d'impact, de travail avec les communautés, j'ai envie de te demander comment est-ce que toi, tu te sens physiquement? C'est une belle question. Déjà, physiquement. Bon, après, si tu peux, psychologiquement, comment est-ce que tu te sens? C'est-à-dire, voilà, est-ce que tu arrives toujours à tenir, en fait? J'arrive toujours à tenir, j'ai une pêche incroyable et mes copines me disent tout le temps comment tu fais? Juste comment tu fais? Carrément. Mais comment je me sens? Je suis pleine de gratitude d'abord. Je suis pleine de gratitude parce que j'ai eu la chance d'avoir juste des personnes incroyables tout au long de mon parcours et je demande à Dieu de continuer à les mettre sur ma route. C'est des gens comme Aïda Ndiaye, c'est des gens comme Omar Cissé, c'est des gens comme Yann Néné, Issa. Il y a eu vraiment des gens déterminants qui m'ont permis d'aller vers autre chose. Et donc, je suis pleine de gratitude pour ce parcours. Je suis pleine de gratitude pour les erreurs, les apprentissages, tout le bonheur et la joie along the way. Bien entendu, je suis un petit peu fatiguée. Quand je regarde derrière, je me dis, mince, ça fait 15 ans. Ça nous rajeunit pas, mais ça fait 15 ans, 15 ans à travailler au sein de l'écosystème, 15 ans à travailler au sein des communautés. Ça fait bientôt 5 ans que je travaille de plus en plus aux côtés des jeunes, maintenant des jeunes leaders. Donc, j'ai l'impression aussi qu'il y a un rôle peut-être de transmission, peut-être que je suis dans cette période où j'ai envie juste de donner. Et ça me touche beaucoup quand je vois qu'il y a aujourd'hui tellement de voix en fait et que ce sont voilà des petits frères, des petites sœurs avec qui j'ai travaillé, avec qui on a brainstormé pendant des nuits. Donc je suis très heureuse de voir qu'il y a finalement une relève d'écosystème builder qui s'est mis en place et on le voit quand on va aux engagements, quand on va aux événements, quand on se balade sur la toile. Ça c'est quelque chose aussi qui me touche. Et je pense que quand on regarde d'un point de vue économique, et c'est peut-être là que je vois encore autant de challenges, j'ai l'impression qu'on est dans un écosystème qui est peut-être un peu plus challenging que ce que nous on a connu. Il y a peut-être une dualité dans ce que je dis parce qu'on a beaucoup travaillé tous et il y a eu de belles histoires, que ce soit celle d'Omar, mais que ce soit aussi celle de Henri, que ce soit celle de Paps. Il y a tellement de belles histoires, mais j'ai l'impression que le changement systémique qu'on attendait est pas encore arrivé et qu'il va falloir en fait redoubler finalement d'efforts et investir 2 fois plus parce que malheureusement le digital a continué à avancer. On est dans un monde qui est en constante évolution, qui est en changement permanent. Et donc, cette adaptabilité, que ce soit en termes de régulation, que ce soit en termes de modèle économique et que ce soit en termes de produits et de services même à développer, va demander 2 fois plus d'investissement de l'écosystème. J'aurais aimé voir beaucoup plus de résultats. J'aurais aimé voir beaucoup plus de fonds. On a tellement abordé la question du financement. J'aurais aimé voir beaucoup plus de fonds. J'aurais aimé voir un vivier plus concret de jeunes entreprises se mettre en place. Mais voilà, on a produit beaucoup, on a beaucoup créé. Notre écosystème est toujours aussi dynamique et c'est ça, je pense, la beauté de cet écosystème-là. Il est vibrant, il est dynamique, mais j'ai l'impression qu'on a encore beaucoup de questions structurelles. Great. On va bien sûr revenir là-dessus. Je veux encore revenir en arrière pour te demander, et là bien en arrière, et te demander, est-ce que c'était ça le plan pour toi quand tu étais
enfant? Est-ce que c'était ton activité de rêve quand tu étais enfant? Et bien plus tard, en étant étudiante, est-ce que c'était ça le plan? Ah, c'est une question que j'adore. C'est une question que j'adore parce que je pense qu'il n'y a pas de parcours linéaire en fait. Et aujourd'hui, plus que jamais, on a le droit de se réinventer quand on veut. On a le droit de se réinventer tout au long de son parcours professionnel. Mais quand j'étais petite, mon premier rêve, c'était de présenter le 20h. J'en reparlais avec ma maman la semaine dernière. Ça commençait d'abord par ça. J'avais envie de partager l'information. Finalement, porter la voix, porter la voix des autres, porter la voix des communautés, c'est quelque chose qui était très présent pour moi. Et pendant que j'étais au lycée, je me suis découverte en fait une vraie passion, pas pour dire, un vrai don pour le dessin, pour la peinture. Et donc j'ai voulu faire les beaux-arts. Quand j'ai eu mon bac, donc j'ai eu mon bac ici à Dakar et que j'ai été sélectionnée aux beaux-arts à Paris et ensuite à la Sorbonne, tout le monde disait à mes parents, mais elle veut être artiste peintre, mais vous allez la laisser être artiste peintre. Donc, ça a été ça mon rêve le plus concret quand je suis partie faire mes études universitaires, c'était d'être artiste peintre. Donc, j'ai eu la chance de passer une année aux Beaux-Arts, ensuite de rejoindre la Sorbonne, où j'ai fait donc un bachelor en art. J'ai fait d'ailleurs un double cursus dans les arts, mais aussi dans tout ce qui touchait aux arts visuels et aux arts appliqués. C'est comme ça qu'on les appelait à l'époque. Et je trouve que c'est un pont assez unique, parce qu'il y a très peu de gens qui sont aujourd'hui dans la tech, qui sont partis d'un cursus fondé sur une académie d'art. Mais ça me fait penser à une discussion qui a émergé dernièrement avec ces Sénégalaises in tech, à dire que les métiers de la tech sont finalement les métiers autour de la tech. Et je pense que ce que ça m'a apporté majoritairement, c'est finalement toute la sensibilité artistique que j'ai essayé de redonner différemment, que ce soit dans le relationnel, que ce soit dans le commercial, et que ce soit aussi dans les processus, je pense. Et dans ma manière de réfléchir, je reste d'ailleurs très schématique. J'ai toujours un petit carnet, je dessine. J'aime beaucoup visualiser les processus et les choses. Je comprends parfaitement parce que j'étais quelqu'un qui aimait tellement dessiner quand j'étais beaucoup plus jeune. Je dessinais tellement que j'utilisais parfois, parce que à cette époque-là, il n'y avait pas encore les téléphones portables, donc nos parents avaient des carnets où ils mettaient leur numéro de téléphone. Oui. J'utilisais le carnet de papa. Les pages où je dessinais toutes les pages. Quand il veut. Et jusqu'à présent, pour expliquer clairement à une personne une chose, j'aime bien schématiser, mettre des croquis, mettre des dessins, etc. Et puis, ça me permet d'expliquer beaucoup plus facilement. Il y a d'ailleurs beaucoup d'art, je trouve, dans les théories entrepreneuriales. Quand on pense au design thinking, quand on pense au mind mapping, c'est finalement juste de l'art appliqué à des processus. Donc, je pense que la sensibilité, le dessin a une force dans la manière de projeter ses idées et aussi de les rendre plus cohérentes. Et selon toi, parce que étant enfant, tu voulais présenter le 20h et délivrer l'information, selon toi, est-ce qu'il y a un lien entre présenter le 20h, délivrer l'information et le travail que tu fais aujourd'hui avec les communautés? Le lien, je vois clairement des liens. Le lien déjà, bon, j'ai parlé tout à l'heure de porter des voix. Quand on présente le 20h, on décide de l'approche et de la tactique qu'on veut avoir pour présenter le 20h, où on le fait d'un angle très politique, où on le fait d'un angle très communautaire, où on le fait d'un angle très business-oriented. Donc, il y a, c'est sûr, des similitudes déjà dans le fait de vouloir, en tout cas, partager quelque chose à un plus grand nombre. Quand on présente en tout cas le journal, on travaille aussi, il y a le collaboratif que je vois derrière. Et je pense, dans mes souvenirs comme ça, ce qui m'intéressait beaucoup, c'était le dynamisme du plateau. J'ai toujours été attirée par qu'est-ce qui se passe en backstage. Parce qu'on voit en fait l'image finie, le 20h, il est super intéressant, mais c'est des gens qui vont sur le terrain, qui vont chercher l'information sur le terrain,
qui la confronte à plusieurs personnes, qui l'analyse derrière. C'est un journal comme le podcast que nous enregistrons aujourd'hui qui demande une équipe en backstage. Donc, j'ai toujours été intéressée par qu'est-ce qui se passe derrière avant qu'on ait une image finie. Et en effet, en le disant comme ça, je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes parce que quand on pense à la tech, on voit un produit fini qui fonctionne et que tout le monde adopte, mais c'est un produit qui demande autant de travail en backstage, autant d'itération, autant de monde, autant de compétences, autant de skills. Donc oui, il y a beaucoup de points similaires. Right. Et 15 ans sont passés. Est-ce que Eva est toujours la même personne? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé ou bien qui ont vraiment évolué personnellement? Beaucoup de choses ont changé et j'espère, je pense en fait que ça s'arrête jamais. Aujourd'hui, je pense que le travail sur soi et la découverte de soi, c'est un cheminement en fait de vie. Et donc, oui, j'espère ne plus être la même que celle que j'étais il y a 15 ans. Il y a des fondamentaux, je pense, des valeurs en tout cas fondamentales pour moi. Oui, des fondamentaux de vie qui ne changeront jamais. La famille, l'empathie, l'amour de l'autre, l'enthousiasme, la positivité. Je pense que c'est vraiment des fondamentaux qui seront toujours avec moi. Après, la personne que je suis a beaucoup changé. Ma manière de regarder les choses a beaucoup changé. Je trouve qu'on adresse le futur, l'incertain, d'une différente manière. Je prends beaucoup plus de risques. Mon goût du risque a beaucoup changé. J'aime le risque. Je trouve en fait que bâtir des choses, c'est prendre le risque en fait d'échouer. Dès le départ, on doit se dire je peux le faire et il faut que je garde en tête que je peux le faire. Mais si j'échoue, c'est pas grave. Ce sera une leçon qui me permettra de grandir. Et donc, il y a eu quelques échecs sur mon parcours. Et donc, c'est des échecs qui m'ont permis de grandir. Je parlais tout à l'heure de spiritualité. Il y a maintenant 5 ans et c'est parti en fait toujours d'un petit choc émotionnel qui a été la perte de mon papa et qui a été très instrumental en fait dans mon changement spirituel, dans mon changement aux autres, dans mon rapport à la vie. J'ai fait déjà un travail très profond sur moi. J'avais envie en fait de me recentrer et d'essayer de travailler cette douleur à l'intérieur de moi-même. Une fois de plus, j'ai eu la chance d'avoir des anges sur mon parcours qui m'ont accompagnée. Mais à partir de ce moment-là, on se rend compte en fait que c'est pas finalement les revenus qui comptent, c'est pas finalement le temps qu'on va passer en meeting, c'est pas finalement la compétitivité qu'on peut retrouver dans le monde des affaires. Et ça te met dans une approche où tu travailles, en tout cas aujourd'hui, je le dis tout le temps, je me présente comme une amoureuse des autres et de la vie. Tu mets de l'amour en fait dans tout ce que tu fais et ça change tout. Je mets de l'amour quand je fais à manger, je mets de l'amour quand je lis juste un livre avec mes enfants, je mets de l'amour quand je rencontre quelqu'un dehors et qu'on parle pendant 5 minutes, quand je vais m'arrêter pour boire du thé, j'adore boire du chai, donc je bois du thé avec tout le monde dans la ville, mais c'est des moments auxquels je vais donner beaucoup d'amour parce que je trouve que mon rapport au moment présent a beaucoup changé, mon rapport au plaisir des petites choses a beaucoup changé. Je m'assume aussi pleinement, j'ai toujours été très travailleuse, mais j'aime beaucoup faire la fête, j'aime beaucoup être avec les autres, j'aime beaucoup l'enthousiasme et la joie. Et pendant longtemps, je me disais, oh là là, tu dois un petit peu cacher ton côté joyeux. Aujourd'hui, je l'assume pleinement, je trouve qu'on a besoin de cet équilibre et c'est ce qui me permet de continuer à être qui je suis. Et puis, il y a eu le yoga, la méditation, l'écriture, qui ont aujourd'hui une place énorme dans ma vie. Je peux pas commencer ma journée sans ma petite routine du matin. Je me lève très tôt, alors que quand j'étais entrepreneur, vraiment entrepreneur, je me couchais à 6 heures du matin, je me réveillais à 9h30. C'était un rythme de fou. Et je trouve qu'il y a cette résilience. Je sais même pas, alors le terme résilient déjà a une connotation positive aujourd'hui,
Mais à la base, le terme résilience était un terme négatif parce que quand on est résilient, ça veut déjà dire qu'on a été au-delà de ses limites. Et donc, je me trouvais très résiliente et je trouvais que c'était très positif. Aujourd'hui, j'ai un regard très différent à ça. J'aime bien commencer ma journée en me disant je vais pouvoir dans le calme entendre les oiseaux, voir le jour se lever, entendre la prière de la mosquée, faire ma méditation. Et je trouve en fait que se recentrer sur soi, c'est quelque chose que je n'avais pas il y a 15 ans. J'accompagne beaucoup de femmes avec qui je fais beaucoup de sessions de réflexion. Et ce qui sort aussi de ces sessions-là est tellement profond que je dirais oui, la profondeur du regard que je porte aujourd'hui sur l'autre et sur moi-même et donc sur mon travail a totalement changé. Donc c'est toujours la même pêche, mais c'est une approche assez différente de ce qu'on essaie de ressortir derrière. Aujourd'hui, pour moi, c'est pas de me dire je vais accompagner quelqu'un pour qu'il un entrepreneur pour qu'il se fasse de l'argent. Avant, c'était ça. C'était je l'accompagne pour qu'il trouve un modèle économique et qu'il arrive à faire beaucoup de revenus. Aujourd'hui, non, j'accompagne un entrepreneur pour qu'il trouve sa place dans le monde, pour qu'il se sente bien dans ses baskets, pour qu'il ait l'impression qu'il fait ce qu'il aime et qu'il apporte de la valeur en fait autour de lui. Est-ce qu'il y a eu des moments où tu as eu envie d'arrêter? Pour être honnête, non. J'ai toujours ce truc et j'ai souvent même tendance à dire quand je pense à l'entrepreneur que je suis, je pense pas que je suis un entrepreneur business. Je pense que je suis j'aime beaucoup dire, j'aime beaucoup bâtir. J'aime beaucoup être au début de l'aventure entrepreneuriale de quelque chose. J'aime beaucoup brainstormer les idées, essayer de faire en sorte que ça fonctionne. Et après, aller explorer autre chose. Donc ça me permet finalement toujours d'avoir envie. J'ai toujours envie de faire quelque chose de nouveau. Et j'ai une amie d'ailleurs qui me le répète sans cesse parce que chaque fois qu'on se voit, elle me dit « T'as toujours une nouvelle idée, t'as toujours envie de faire quelque chose de nouveau. » Parce que je pense que c'est ce qui me permet de continuer, c'est ce qui me drive, c'est ce qui me permet juste d'exprimer ma créativité et de garder en fait mon enthousiasme. Great. Tu trouves que est-ce que tu trouves que tu as eu à sacrifier des choses pour arriver à ce niveau? Ça m'a coûté beaucoup de sacrifices déjà en termes de temps, parce que ça a été beaucoup de travail dans l'ombre. Je travaillais dans 2 restaurants en même temps, j'étais barmaid, je faisais des devoirs à des enfants. Tu sais faire des cocktails? Ah, je sais faire des bons cocktails et j'adore les cocktails. Non, je sais faire de très bons cocktails, mais tout ça pour dire, je travaillais beaucoup à côté de la fac et je faisais un double cursus. Donc, c'était comme si... Cursus, double job. Double cursus, double job. Et donc, sacrifier mon temps et les efforts, c'est quelque chose qu'il faut... Aujourd'hui, ils ont payé, mais c'est quelque chose qu'il faut reconnaître au début de ma vie familiale. Et j'ai la chance d'avoir eu à mes côtés et qui soit toujours là en me soutenant, d'avoir un mari très ouvert, très compréhensif, qui avait envie, en fait, de me voir m'épanouir. Et ce qu'il disait, c'est « Non, moi, je veux juste que tu continues à être en joie et à faire ce que t'aimes et à kiffer ce que tu fais. » Mais j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un comme ça à mes côtés parce que ça a été beaucoup de sacrifices de mon temps familial au début. Comme je le disais, je travaillais jusqu'à 2h du matin, 3h du matin parce qu'on a un proposal qu'on doit envoyer le lendemain avant 9h. Mes filles étaient toutes petites. Je pense que je me rappelle la première fois que je suis partie. Et d'ailleurs, une petite anecdote parce que je m'en rappelais avec Monsieur Zhao de l'ISM il y a quelques jours, dimanche dernier, qui a été aussi un des mentors au cours de mon parcours. J'ai pas parlé de mes mentors, mais il y en a eu pas mal. Et donc, Monsieur Zhao me rappelait le Forum de Saint-Louis. Je travaillais sur le Forum de Saint-Louis et donc, on avait un meeting le lendemain à 10h. Et donc, pendant le meeting, et j'étais enceinte pendant cette préparation. Et il me dit, mais alors, comment tu te sens? Ça va? Et bébé, il arrive quand? Je dis, mais bébé est arrivé hier nuit. J'étais sur un meeting le lendemain matin. Mais des histoires comme ça, j'en ai beaucoup. Wow. Donc, ça a été beaucoup, en fait, d'adaptabilité, de flexibilité de ma famille, de ma mère, de mon époux, et avoir, en fait, un système de support. Je le dis tout le temps, si on n'a pas le système de support compréhensif autour de nous, et d'autant plus en tant que femme, c'est quasi impossible d'y arriver. Donc, mon temps familial, ça a demandé quelques sacrifices financiers,
J'ai fait des investissements, beaucoup d'investissements dont j'ai pas beaucoup parlé d'ailleurs dans des startups, mais j'ai investi dans 8 startups comme business angel. Et une fois de plus, il s'agissait pas de faire de l'argent pour moi, c'était comment est-ce que je pouvais en tout cas aider un petit peu les entrepreneurs. Et parce que pendant longtemps, les entrepreneurs se sacrifiaient pour monter des business, il n'y avait pas de rentrée d'argent. Et donc, il y a eu un petit moment où je me disais, qu'est-ce que des montants comme 10 000, 15 000 dollars, dans certains cas c'était 20 000 dollars, donc c'était pas énorme, mais en fait on se rend pas compte quel coup de boost et quelle paix d'esprit ça peut apporter à l'entrepreneur pour pouvoir se concentrer sur sa stratégie pendant 3 mois. J'en parle comme un sacrifice, mais en fait aujourd'hui je suis tellement fière d'avoir fait ça et je rends tellement grâce d'avoir fait ça parce que je trouve que ça m'a apporté beaucoup de connaissances. Donc en fait tu te rends compte que mes sacrifices sont très positifs pour moi. Yeah. On a un regard négatif sur ce qu'on appelle les sacrifices, mais pour moi, ils font partie des leçons de vie et des apprentissages positifs de vie. Au-delà de ça, il y a des investissements sur des business et parce que j'ai beaucoup d'idées et que j'ai voulu lancer beaucoup de choses, et voilà, j'ai investi en fait au début, ça n'a pas marché comme on voulait, ça a marché dans certains cas pendant 1 an ou 2, mais je me suis pas payée pendant longtemps et ça c'est ce que beaucoup de gens ne savent pas. Pendant une grosse partie de mon aventure entrepreneuriale, pendant beaucoup des initiatives que j'ai menées auprès des autres, je me suis pas rémunérée et typiquement on a fait un travail colossal avec iFoPolicy. Pour moi, l'important, c'était de se dire comment est-ce que ce qu'on arrivait à lever bénéficie réellement aux communautés pour qui c'était destiné. Et donc, avec mon co-founder John, Alpha, Lauré, on s'est pas rémunéré pendant presque 5 ans. Ça a été pareil sur Kinaya. Je me suis jamais rémunérée sur Kinaya. Donc, c'est des choses, en fait, qui ont été à un moment des sacrifices, réellement. Et c'était difficile parce qu'il fallait faire du consulting à côté de tout ce qu'on faisait déjà pour faire rentrer de l'argent, pour payer les factures, pour pouvoir juste fonctionner. Mais où était mon cœur? Je devais le faire avec tout mon entrain, mon enthousiasme, sans forcément me rémunérer derrière. Mais je dis aussi que c'est là la beauté, en fait, de la grâce. Parce que je trouve que quand on fait réellement quelque chose en étant passionné pour servir les autres, ça revient toujours d'une certaine manière. Karma is real. Ça revient toujours d'une certaine manière. Et donc, une fois encore, à ce moment-là, c'était peut-être des sacrifices, mais je trouve que la grâce, en tout cas, les a fait revenir avec des personnes, des relations, des opportunités qui te tombent comme ça dessus. Et voilà. Et je me dis en fait que c'est toutes ces petites personnes finalement. Donc c'est pas des sacrifices, Manu. C'est juste une partie de mon histoire peut-être. À quel moment de ton parcours est-ce que tu t'es rendu compte que l'impact était beaucoup plus important? En fait, le fait d'impacter est beaucoup plus important que le succès personnel. Je pense en fait, dès que j'ai rejoint le CETIC, c'est vrai qu'à ce moment-là, on commençait à parler de financement, les bailleurs commençaient à s'intéresser au Sénégal. Il y avait forcément cette question de la levée de fonds et juste du financement pour pouvoir mener des programmes qui étaient importants, mais l'impact, on l'a vu tout de suite. Parce que quand tu vas à Saint-Louis, que tu réunis, ou à Ziguinchor, que tu réunis 1000 jeunes et que tu vois en fait la culture, juste la petite étincelle que tu laisses dans leur tête et que tu reviens 3 mois après et tu te rends compte en fait du cheminement qu'ils ont fait derrière, pour moi c'est ça de l'impact. Et après d'un point de vue plus personnel, voilà, quand je vois une petite sœur que j'ai accompagnée ou avec qui j'ai travaillé dans ses débuts et que je vois ce qu'elle est devenue aujourd'hui, c'est de l'impact. Donc je pense en fait que l'impact a toujours été important, mais parce que l'humain était important. En fait, si jamais on a un regard qui est porté sur l'humain, on voit tout de suite comment est-ce que on touche les gens. Et une partie en fait je pense que c'est de ma personnalité parce que aujourd'hui, au début, c'était très naturel, c'est toujours très naturel, mais aujourd'hui que j'en ai conscience, c'est même d'autant plus intentionnel. C'est ce que je voulais dire, c'est comment est-ce que je veux que l'autre se sente. Je veux que les gens se sentent bien, je veux que les gens se disent je me sens bien dans ma peau, je me sens créatif, je sens que j'ai la force et l'espoir de le faire, je sens que j'ai la force d'y aller, je sens que je suis pas seule. Donc la manière dont on fait se sentir l'autre, en fait, pour moi, c'est ça l'impact. Si tu devais
tout recommencer aujourd'hui, qu'est-ce que tu ferais différemment? C'est une grosse question. Je pense que il y a certains moments, des décisions que j'ai eu à prendre. Mais je me dis en fait que rien dans ma vie ne serait arrivé si j'avais pas, si les choses étaient. Laisse-moi reformuler un petit peu ça. Les choses ont été très peu cohérentes. Mon parcours, quand tu le regardes, tu te dis, il est pas linéaire. Il y a très peu de cohérence. Donc, je recommencerai pas les choses parce que je pense que j'ai jamais été dans cette quête de la cohérence de ce qu'on fait. Et j'ai souvent tendance à dire que la vie, et c'est un mantra, ça a été un mantra pour moi pendant longtemps, la vie est faite de 10% de ce qui se présente à toi, mais de 90% de comment tu y réponds. Tout ça pour dire que c'est une personne, c'est un mail, c'est une information, c'est un contact, c'est une opportunité. Tout dépend en fait de comment tu vas répondre à cette opportunité là derrière. Quand je suis rentrée au Sénégal, j'ai parlé tout à l'heure de l'amour que j'ai toujours eu pour le volontariat. Dès que je suis rentrée au Sénégal, j'avais envie de faire du volontariat. J'ai monté très vite l'association et j'ai commencé à donner mon temps aux startups à l'époque. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Chérif, qui venait de monter École au Sénégal. Et j'étais volontaire chez École au Sénégal comme project manager. Je me souviens, j'ai écrit le premier deck d'École au Sénégal. Mais si j'avais pas pris le risque d'allouer un petit peu de mon temps, je serais jamais arrivée au CETIC parce que c'est ce qui a fait le lien au CETIC. L'école au Sénégal était incubée au CETIC et c'est comme ça que j'ai rencontré Omar et Regina et Yann et toute l'équipe. Si j'avais pas été à Kigali pour la rencontre des hub leaders, j'aurais jamais rencontré John, qui est devenu mon co-founder pour i4Policy. Si j'avais pas pris le risque de travailler avec des développeurs et le DevC, j'aurais peut-être jamais travaillé avec Meta à l'époque, parce que ça a commencé par le DevC et ensuite on a travaillé avec les communautés avant de commencer à mettre en place MetaBoost. Donc en fait, à chaque fois, il y a une petite étincelle qui se passe. Et je referais pas les choses différemment parce que si j'avais pas pris le risque en fait de me dire qu'est-ce qu'il y a derrière pour moi, peut-être que les choses se seront pas passées ensuite et c'est l'histoire, c'est vraiment l'histoire de mon parcours jusque-là. J'espère que ça va continuer. Et on va faire une petite transition pour parler de l'écosystème. Alors, selon toi, qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans l'écosystème startup, entrepreneurial, en Afrique francophone et au Sénégal particulièrement? Il y a beaucoup de choses. Je commencerai déjà par dire il y a beaucoup de choses qui fonctionnent. Il y a beaucoup de choses déjà qui fonctionnent et je le vois juste par rapport à ce que l'écosystème est de façon générale. Il y a quelques années, on avait un écosystème de services. On a toujours un écosystème de services, mais au-delà des services, les startups aujourd'hui sont très orientées produits. Donc, elles développent des services, mais en backstage, elles s'intéressent à des produits et c'est ces produits qui permettent non seulement de pouvoir passer à l'échelle et de pouvoir rendre en tout cas leur modèle durable. Donc, je trouve qu'on a réussi à créer du chemin. Maintenant, quand on pense à ces backstage-là, la première chose, c'est qu'on a très peu d'espace d'expérimentation, on a très peu de labs, on n'investit pas assez dans la recherche-développement, dans la R&D, typiquement, alors que un bon produit tech, ça demande de multiples itérations. Il faut aller sur le marché, il faut revenir avec les insights utilisateurs et il faut recommencer et on recommence jusqu'à ce qu'on trouve en fait le produit idéal qui répond aux besoins avec le market fit qui va avec. Donc, on n'a pas assez jusqu'à présent de lieux d'expérimentation, de lab. Il y a eu un travail de fond qui a été fait il y a plusieurs années avec les universités. Il y a eu des investissements qui ont été mis en place pour monter des Fab Labs. On a quelques Fab Labs à Dakar, mais j'aurais aimé voir beaucoup plus aujourd'hui de lieux comme ça de création et d'expérimentation et de connecter surtout ces espaces avec les secteurs porteurs. On n'a pas assez connecté, que ce soit avec les industries culturelles et créatives. On a encore tout à bâtir. On a beaucoup parlé de cette verticale-là. On en parle depuis 10 ans. Aujourd'hui, je trouve que malheureusement, on n'a toujours pas créé assez de ponts pour faire réellement levier
et créer des produits en fait qui vont faire émerger tous ces autres secteurs. Et l'agriculture s'est beaucoup développée, mais j'aurais aimé qu'on soit beaucoup plus loin. On a besoin encore d'investir dans la recherche-développement. Ça, c'est la première chose. La deuxième, j'y ai touché un petit peu, ce sont les universités. Notre système éducatif, en fait, a un gros rôle à jouer dans les entrepreneurs qu'on veut créer demain. C'est pas attendre qu'ils sortent d'université et les bâtir en tout cas ce plomb avec l'écosystème. L'écosystème l'écosystème en fait commence dans les lieux éducatifs, l'écosystème commence à l'école, l'écosystème commence à l'université. Donc, on a encore un vrai pont à bâtir avec les universités pour amener ces modèles itératifs, ces modèles de développement, la culture entrepreneuriale, le mindset même d'un entrepreneur dans le système éducatif et en fait les inculquer parce que finalement, c'est des compétences qu'on demande aujourd'hui dans le monde professionnel. C'est même pas que les entrepreneurs, on attend des employés qui pensent comme des entrepreneurs et qui travaillent comme des entrepreneurs. Donc, j'aurais aimé voir davantage et je pense qu'on a toujours un travail de fond à faire au niveau de notre système éducatif, de la révision de ce système éducatif et de la place du contenu digital, du contenu entrepreneurial, mais aussi des modèles de développement tech. L'intelligence artificielle, elle est déjà là. Donc, plus on va avancer dans notre manière de travailler, de vivre, de faire les choses, plus le digital, en fait, va être présent. Et donc, on doit pouvoir outiller les gens dès l'école. La troisième chose, et j'y ai touché un petit peu, c'est le financement. Bien entendu, on a une grande présence aujourd'hui de VC, il y a beaucoup d'investisseurs. Les investissements ont beaucoup bougé sur ces dernières années et on a de très belles boîtes qui se développent, un peu moins sur l'Afrique francophone par rapport à l'Afrique anglophone, bien entendu, mais il y a des secteurs porteurs, que ce soit dans le service aux entreprises. Donc aujourd'hui, on a de très belles boîtes qui développent des produits pour d'autres entreprises pour gérer leurs finances, leur compta, leur RH, mais ce sont des boîtes qui ne sont pas mises en lumière. Donc la visibilité pour moi des startups et l'indexation de qui sont, ceux qui font. On a tellement fait de mapping. Je me souviens à l'époque, on a fait, en tout cas moi, j'ai travaillé sur 3 ou 4 mappings. On n'a toujours pas aujourd'hui un répertoire pour savoir qui est là. Donc, la visibilité et l'accompagnement en termes de marketing et de PR pour les startups est quelque chose que j'aurais voulu voir et qui aurait pour moi un impact aussi direct sur les financements. Toujours sur la question des financements, je parlais tout à l'heure des fonds de fonds. Et c'est parce que les investisseurs, ils investissent aussi pour une raison. Et ils investissent derrière en attendant un retour sur leurs investissements. On est aussi dans un écosystème où on a très peu de modèles de sortie, pour pas dire que nos startups n'existent jamais, mais on a très peu, en fait, de modèles à regarder. Donc, ça me pose tout le temps la question de me dire, est-ce qu'on a des modèles d'investissement locaux qui ont fonctionné, mais peut-être qu'à travers les fonds de fonds, avec plus de fonds locaux, on aurait pu en fait trouver des modèles de sortie qui soient beaucoup plus concrets par rapport à la réalité, en tout cas sociétale ici. Et peut-être pour parler d'un dernier défi, et c'est parce qu'il me tient aussi énormément à cœur, c'est celui de la jeunesse. Et voilà, 60% de la population a moins de 19 ans, juste pour parler du Sénégal, mais c'est quelque chose qui se reflète à l'échelle du continent. On vient de commencer l'année 2026, 2030 c'est demain. En 2030, l'Afrique sera la première force de travail au monde. C'est quelque chose, en mon sens, qui n'est pas assez, en tout cas, exploité ou qu'on ne regarde pas avec assez d'urgence, alors que 2030 c'est demain et on a encore une masse critique à former. Et donc voilà, toujours lié aux investissements, mais dans la manière dont on investit, on a besoin d'investir dans la jeunesse. Plus que jamais, c'est urgent et c'est pour moi en tout cas quelque chose qui reste aujourd'hui problématique. Tu as parlé de financement, je vais rebondir sur ça parce que l'État a mis en place des organes DER, ADPME, FONGIP, ANPEJ, etc. Et à chaque fois que l'on parle d'entrepreneuriat, automatiquement, il y a la question du financement qui vient. Est-ce que tu penses qu'on ne résume pas à un moment donné un peu trop l'entrepreneuriat
au financement? Je pense qu'on résume beaucoup l'entrepreneuriat au financement. Et c'est intéressant parce que cette question-là, et tu as rencontré beaucoup d'entrepreneurs, elle est très différente. Quand on parle à un entrepreneur en démarrage, en stade d'idée, il va te dire « je veux du financement tout de suite ». Bon. Et c'est toujours intéressant parce que finalement, il faut pas lever au début. On peut pas lever au début. Tu as besoin de connaître le secteur d'activité dans lequel tu t'engages. Tu as besoin de connaître ton marché. Tu as besoin de connaître ta valeur. Mais au-delà, tu as besoin de comprendre ton problème. Donc, pour moi, la question de l'entrepreneuriat, elle n'est pas réellement la question du financement de premiers abords. Et je trouve, malheureusement, que beaucoup d'entrepreneurs se sont épuisés à chercher du financement au lieu de se concentrer sur leurs produits et leurs services clés. Parce qu'il y a aussi de très belles histoires d'entrepreneurs qui n'ont jamais levé et qui n'ont jamais reçu de financement, qui ont bootstrappé et qui ont réussi à trouver en fait leur niche. Parce qu'au final, c'est ça, faut trouver sa niche. Et même quand on veut lever avec des VC, faut trouver sa niche. Donc, comprendre encore quel est le problème, quelle est l'audience, pour moi, c'est ça le nerf de la guerre. La deuxième, le deuxième angle pour répondre à ta question, c'est que je trouve que malheureusement, ça a un peu biaisé l'histoire entrepreneuriale à un moment parce que, en fait, on s'est intéressé beaucoup au lever et c'est quelque chose fair enough, comme je dis, c'est important parce que c'est ce qui permet de consolider un écosystème, c'est ce qui permet de le positionner au niveau global, c'est ce qui permet aussi d'investir davantage, donc d'attirer davantage d'investissements à redonner, mais ça peut très facilement biaiser un peu le regard qu'on peut avoir en se disant si jamais il y a peu d'investissement, est-ce que ça veut dire que c'est un écosystème qui n'est pas mature? Est-ce que ça veut dire que c'est des entrepreneurs dans lesquels on ne peut pas investir? Et ce que j'essaie de dire par là, c'est qu'il faut aussi savoir pourquoi est-ce qu'on investit et avec qui est-ce qu'on va investir. Il ne s'agit pas juste de se dire j'ai besoin de financement. Donc l'investissement, en fait, il vient une fois que tu as déjà répondu à beaucoup de questions. Il n'est pas censé en fait t'aider à répondre à des questions. Ça c'est une chose qui pour moi est importante. Et ensuite, parce que souvent, c'est aussi un parcours. Et beaucoup d'entrepreneurs pensent que je vais avoir un investissement aujourd'hui, il va me permettre de régler mes problèmes et puis je vais continuer à faire ce que je faisais. Mais en fait, c'est un parcours. Donc, quand on investit, on a d'autres partenaires, on a d'autres bailleurs, on a un nouveau board, on continue de grandir. Ça apporte énormément de valeur, mais il faut en fait avoir une pleine conscience de ce qu'on attend finalement de toi, du travail aussi que ça va demander. Donc, c'est une responsabilité. Pour moi, le financement, c'est pas tout. C'est un déclic, c'est une responsabilité et c'est une compréhension en fait de ce qu'on fait et de où on veut aller. Tant qu'on n'a pas en fait la North Star de pourquoi est-ce que je veux lever et de ce que le financement va réellement m'apporter, il faut continuer à travailler sur son audience. Il faut se centrer en fait sur ce qu'on a envie d'offrir aux gens pour pouvoir comprendre le problème et son audience. Encore et encore et encore. Et on se rend aussi compte que dans le monde anglophone, on a des startups qui parviennent à aller très loin. Je pense à M-Pesa. Et je pense aussi qu'on avait notre M-Pesa, Wari. Et malheureusement, aujourd'hui, on n'en entend plus parler. Et comment est-ce qu'on aurait pu sauver une startup comme Wari selon toi? Il y a beaucoup, c'est une vraie question et j'écoutais hier la petite vidéo de Issa qui parlait justement de Wari et c'est vrai que ça m'a ramené même moi loin. Je dis mais on a tous oublié qu'il y a eu Wari ici et que Kabiru Mbodj à l'époque avait disrupté tellement de modèles et alors beaucoup de choses. C'est vrai qu'à ce moment-là, déjà, on parlait moins de champion national. On revient encore à la visibilité. Si jamais Wari avait bénéficié vraiment du championship, on va dire, politique, communautaire, comme aujourd'hui, je pense que tous les Sénégalais, voilà, on a un but central, c'est le foot, et on est tous centrés, on porte le même message, et on y va tous à fond, on porte le même message. Exactement. Si on avait cette même ferveur et cette même collectivité autour des modèles qui fonctionnent et qu'on se promettait aussi de les soutenir,
pour moi, ça aurait déjà été un plus gros plus. La deuxième chose, et c'est parce qu'aussi on n'en parle pas beaucoup, la manière dont on regarde l'échec dans notre société ici est très différente de la manière dont on va regarder l'échec dans des sociétés anglophones, en tout cas auxquelles moi j'ai eu la chance d'être confrontée. L'échec est ici très négatif, on ne parle pas de l'échec, on ne parle pas des problèmes, on ne parle pas des difficultés. Et donc, je trouve qu'on aurait tellement appris de Wari, tellement appris de Wari. Et quand je parlais tout à l'heure du lien avec les universités, c'est que pour moi, aujourd'hui, des universités qui font sciences économiques et sociales, par exemple, doivent pouvoir avoir des cas d'études, étudier Wari, ce qui s'est passé. J'essaie de me rappeler de cette start-up qui avait monté des cantines partout dans Dakar, les cantines jaunes, je me souviens pas, qui n'ont jamais fonctionné et elles ont redisparu, mais qui avaient levé énormément de fonds. Donc, on ne fait pas assez de cas d'études. C'était pas Tanguy? Tanguy. Partout. Donc, un gros investissement derrière. Pas de market fit, on n'en a jamais non plus parlé. Donc, on ne fait pas assez de cas d'études pour apprendre, en fait, des belles success stories qu'on a eues. On peut les accompagner, on manque. On aurait pu faire davantage en financement, davantage en visibilité, davantage en société, en soutenant tous. Si on se disait tous, allez, on utilise tous Wari. Donc, voilà, en société, on aurait pu faire plus. Mais d'un autre côté, on n'a finalement toujours pas appris à tirer, en fait, des leçons collectives de tout ça. Et pour moi, on doit regarder ces entreprises-là et apprendre. Parce que ce qu'elles disent en fait du marché, ce qu'elles disent de l'expérience utilisateur, ce qu'elles disent de la consommation est très intéressante. Et aujourd'hui, on regarde 10 ans en arrière, 15 ans en arrière. Donc, d'un point de vue même sociétal, voir les usages du numérique au moment où il y avait Wari et le parcours qu'on a fait aujourd'hui où il y a Orange Money ou Wave, on en apprend tellement sur l'adoption en fait du digital et sur les usages utilisateurs. Donc, je trouve qu'on ne fait pas beaucoup de recherche, d'expérimentation, et c'est des choses qu'on devrait documenter davantage. Donc voilà, j'ai pas répondu à la question, mais j'ai touché à beaucoup d'autres choses. Non, tu as répondu à la question, hein, parce que c'était juste comment est-ce qu'on aurait pu sauver ça. Et selon toi, c'était avec une synergie des forces, etc. Et tu as clairement répondu. Hein. Et en parlant en fait du cas qu'on aurait pu en faire dans les écoles, les universités, tu as aussi tellement raison parce que même dans les cours de marketing, le problème qu'on a actuellement, c'est que les manuels qu'on utilise, on va te parler des cas de Coca-Cola, de H&M, de marques internationales, et on ne prend pas précisément des cas de chez nous. Et ce qui fait que derrière, tu te rends compte qu'un étudiant qui sort avec une licence et une maîtrise en marketing a du mal en fait à concrétiser ses compétences sur le terrain sénégalais. Et à côté, tu vois un autre entrepreneur qui n'a pas fait ses cours de marketing, qui s'en sort mieux en marketing. Parce que cet entrepreneur est beaucoup plus confronté aux réalités, au comportement de l'utilisateur sénégalais. Et you're definitely right. Et il y a aussi un autre phénomène que je remarque, c'est qu'il y a beaucoup de start-upers, d'entrepreneurs sénégalais qui parlent de la Côte d'Ivoire, d'aller s'installer en Côte d'Ivoire, etc. Toi qui as été dans les deux écosystèmes, selon toi, quelle est la cause en fait de ce phénomène-là? Pour moi, la première cause, c'est que le Sénégal est un micro-marché, on est un petit pays. C'est vrai qu'on est un petit pays grand cœur, très grand cœur, mais on est un petit pays en termes de marché. Et donc, quand on veut passer à l'échelle, faire grandir son business, on a besoin d'aller au minimum dans la sous-région. La Côte d'Ivoire est juste à côté, c'est un écosystème qui est très ouvert, c'est un écosystème qui avance très vite. Et tu me posais tout à l'heure la question, quel est le regard que je porte? Je me souviens, on faisait nous des tables rondes pour partager l'expérience des start-upers sénégalais dans le domaine de la fintech, l'association des start-up. On a présenté nos modèles à l'écosystème ivoirien, je me souviens. Alors, il y avait beaucoup déjà de génie. C'est un écosystème qui a énormément de génie, qui a un regard sur le risque aussi qui est très différent, qui a beaucoup plus de secteurs d'activité porteurs, en tout cas globaux.
Et donc, je pense que la question du marché est pour moi la première cause. Mais ensuite, il y a aussi juste le génie des entrepreneurs. C'est vrai que nous, on y va avec beaucoup de cautious. Comme je dis, notre rapport au risque, il est différent. Il est assez différent, alors que je trouve que, voilà, en Côte d'Ivoire, les entrepreneurs ont pris beaucoup plus de risques. Et il y a beaucoup de startups qui ne s'en sont pas sortis parce que la règle du 80-20, elle est un peu valable partout sur notre zone francophone, en tout cas. Mais on a eu des modèles très innovants qui sont développés beaucoup plus vite. Donc, je regarderai aussi le profil des utilisateurs et peut-être qu'on a des early adopters, beaucoup plus en tout cas en Côte d'Ivoire qu'au Sénégal sur des produits digitaux. C'est peut-être les raisons qui me viennent en tête tout de suite. Et là, tu parlais du 80-20. Pour toi, cette règle-là, dans le monde des startups, dans l'écosystème, qu'est-ce qui devrait représenter les 20 et qu'est-ce qui devrait représenter les 80? Je pense que c'est toujours une réalité et j'ai deux regards dessus. Le premier, c'est que, comme pour tout, il faut connaître en fait la masse critique pour savoir combien de cette masse critique va être positive. Et pour m'expliquer, j'avais tendance à dire, moi, je sais que il faut que je sorte 6 proposals pour qu'il y ait un proposal qui soit positif. Donc, quand je vais penser à bâtir des partenariats, je vais pas chercher un partenaire. Je sais que moi, il faut que j'en trouve 6. Et donc, j'essaie de regarder ça un peu d'un point de vue comme ça de mathématique, en me disant, si on sait qu'on a une règle de 80-20, ça veut dire qu'il faut qu'on produise 400% de start-up pour réussir à faire un petit peu changer la donne. Donc, il y a un regard assez mathématique sur est-ce qu'on comprend notre écosystème en termes de chiffres et est-ce qu'on voit en fait qu'est-ce qui peut faire levier pour changer ce nombre-là. La deuxième chose, et il y a aussi une responsabilité en termes de narratif, c'est que la question de l'employabilité, elle est toujours réelle et concrète. Mais pendant un moment, et je vois que ce narratif a changé, mais pendant un moment, on a dit aux gens, vous allez devenir entrepreneur et ça va changer votre vie, vous allez faire rentrer de l'argent. Mais la vérité, c'est que tout le monde n'est pas entrepreneur. Et la vérité aussi, c'est qu'on a un écosystème qui est hybride. Et donc, je pense que les entrepreneurs même sont un petit peu hybrides. Donc, on doit être entrepreneur tout le temps, mais ça veut pas dire qu'on va pas travailler à côté. Ça veut pas dire qu'on va pas faire différentes choses. Donc, tout le monde n'est pas entrepreneur et donc c'est normal que sur les 100%, il y en ait beaucoup qui se rendent compte que c'est pas leur passion, c'est pas ce qu'ils ont envie de faire sur le long terme. C'est peut-être un levier déclencheur et j'ai des belles histoires comme ça de gens aujourd'hui qui font des choses incroyables dans d'autres écosystèmes, mais qui ont commencé en étant entrepreneurs, je veux lancer une idée et qui se sont fait recruter finalement par une boîte qui les a amenés ailleurs. Donc je pense que tout le monde n'est pas entrepreneur et que ça joue aussi sur ce rapport de nombre. Et la troisième chose, c'est qu'en fait, ça revient un peu à tous les ponts qu'il y a à bâtir. Peut-être qu'on peut renverser ce chiffre si on fait des ponts directs entre ce que l'écosystème crée et les 2-3 secteurs d'activité porteurs ici. Si on s'intéresse à dire on veut que l'écosystème se concentre sur deux secteurs d'activité, qu'on a derrière le financement pour pouvoir le faire, qu'on a les régulations pour pouvoir le faire, on arriverait à faire changer ce nombre. Donc c'est un tout qui en tout cas englobe l'entrepreneur lui-même, le business qu'il décide de faire, les régulations, donc l'environnement dans lequel on évolue, le financement qui est disponible ou pas, ou en tout cas l'acquisition de marché de façon générale, et le secteur privé qui, en tout cas pour nous, dans nos écosystèmes francophones, joue un rôle assez clé. Et dans l'écosystème, tu as vu des success stories et tu as vu aussi des échecs de business. Selon toi, quels sont les facteurs de succès, si tu peux nous en citer 3, et quels sont les facteurs d'échec qui reviennent plus dans l'écosystème? Facteur de succès, product market fit. Clairement, connaître son problème, vraiment connaître son problème, le comprendre, l'adresser,
pour connaître son audience et trouver sa niche. Donc ça, c'est vraiment le premier facteur de succès. Et ça demande du temps. Ça demande beaucoup de travail aussi, ça je le reconnais. La deuxième chose, c'est le relationnel. Je trouve que c'est un vrai facteur de succès, savoir monter ton réseau, savoir t'entourer des bonnes personnes. Je le dis à beaucoup d'entrepreneurs et je le vois aujourd'hui avec les leaders que j'ai la chance de côtoyer. Il faut s'entourer de personnes qui comprennent le problème encore mieux que toi. Je sais pas si je peux le dire comme ça, mais souvent, et ce que je vois, c'est que les entrepreneurs ont l'impression qu'ils veulent garder la connaissance, ils veulent garder la maîtrise de tout ce qu'ils font. Ils veulent pas partager leur vision, ils veulent pas partager leurs idées. Au contraire, moi, je pense qu'il faut s'entourer de personnes qui comprennent encore mieux que vous, qui veulent aller aussi loin que vous et qui peuvent vous aider, en fait, à dénouer les problèmes. Si vous prenez des gens qui comprennent moins que vous, ils vous aideront pas à aller plus loin. Et je pense que ça, c'est un facteur, en fait, de succès. S'entourer des bonnes personnes et s'entourer de personnes qui ont encore plus de compétences et plus de connaissances que soi. Donc, il y a une petite question peut-être d'humilité et de risque encore qui peut se mettre, qui peut se mettre en jeu. Et le troisième, je dirais l'équipe. L'équipe, c'est très, très lié à ce que je viens de dire en termes de relationnel, mais c'est parce que pour moi, en fait, le relationnel fait tout. C'est parce qu'on a un relationnel fort, positif, et une fois encore, qui permet à l'autre de se sentir valorisé dans ce qu'il est possible de faire, dans ce qu'il fait et dans ce qu'il apporte. C'est comme ça, en fait, qu'on dénoue des business, qu'on signe des contrats, qu'on travaille avec beaucoup de joie et de plaisir, qu'on avance, voilà. Donc, le relationnel au cœur de tout, je pense que c'est un peu transversal. Yeah. And, les facteurs, tu m'as dit les facteurs d'échec. D'échec aussi. Les facteurs d'échec, rester dans sa zone de confort. Ça marche. Ok, ça marche. Non, il faut innover tout le temps. En fait, je dis pendant que ton produit marche, tu dois être en train de penser au produit qui vient après ou à la version qui vient après. Et on le voit d'ailleurs, des plus grands produits, c'est comme ça que ça se passe. Yeah. Quand on est tous en train de se dire, ça y est, on maîtrise notre device, il y a un nouveau device qui sort. Il y a un nouveau device qui sort. C'est clair. Donc en fait, facteur de succès, itération continuelle, expérimentation, développement, créativité. Donc la créativité, pour moi, elle est au cœur, en fait, et l'innovation, elle est au cœur d'un facteur de succès. Le deuxième, je dirais, en fait, ne pas miser sur l'équipe. Ne pas miser sur l'équipe, ne pas développer les compétences de son équipe, ne pas laisser assez de place pour que l'équipe développe son leadership, tout simplement. On a l'impression, pour beaucoup, que c'est moi qui dois prendre toutes les décisions, alors qu'en fait, il faut créer l'espace et il faut donner à l'équipe l'envie de s'investir. Le troisième facteur d'échec, et j'en ai parlé, c'est le marché. Je ne sais pas si je le reprécise, mais tu peux repréciser. c'est de ne pas trouver en fait son product market fit et de se dire je vais me lancer, les gens vont l'acheter. On a aussi en plus des utilisateurs qui sont qui sont allés très très imprévisibles dans leur comportement d'achat au Sénégal. On est une communauté très passionnée. On achète par passion, on achète parce qu'on veut se sentir d'une certaine manière, on achète parce qu'on veut gagner du temps. En fait, l'utilisateur sénégalais, il achète pour une raison derrière, qu'elle soit émotionnelle ou qu'elle soit concrète par rapport à l'impact que ça va avoir sur son sentiment de vie. Et donc, souvent, on a beaucoup de produits qui vont sur le marché, ça crée l'étincelle au début, les gens les achètent et en fait, malheureusement, il faut réussir à garder son client. Et donc, on n'investit pas assez. Donc, comment est-ce que je garde mon client? Comment est-ce que je le fidélise? Et pour moi aussi, c'est un facteur d'échec assez récurrent que j'ai pu voir et que je pense. J'ai aussi fait une remarque. Il y a pas mal de startups qui arrivent à lever, mais derrière, leur solution n'est pas adoptée. Ou bien, si je peux le dire ainsi, c'est comme si leur solution ne règle pas vraiment le problème des communautés. On parlait tout à l'heure de product market fit et j'ai abordé la question sur sous différents niveaux, sous différentes approches. Mais pour moi, en fait, on revient essentiellement à ça. Parce que tu crées un produit en te disant « mon produit, il est parfait ».
Et puis, mon produit, il va régler le problème de quelqu'un. Mais en fait, peut-être que pour les communautés, ça règle un problème à l'instant T. Donc, même si tu lèves pour ce problème, si tu n'as pas passé assez de temps avec la communauté pour comprendre pourquoi est-ce que ce problème arrive, quel est le problème sous-jacent, qu'est-ce qui se passe une fois que j'ai réglé le problème, finalement, tu règles pas le problème entier. Donc, la connaissance de l'utilisateur et le temps que ça demande en fait pour développer l'expérience utilisateur parfaite, le produit parfait qui va permettre de répondre à un problème, mais de déclencher une opportunité devant ou de faire gagner du temps. C'est quelque chose qui demande beaucoup de temps. Et malheureusement, on est dans un écosystème, je le disais tout à l'heure, dans un monde qui bouge vite. Donc, les écosystèmes bougent vite. Les entrepreneurs eux-mêmes veulent bouger vite dans cet écosystème. Et donc, on a très peu de temps finalement à consacrer à ça. Mais de belles success stories, ce sont des gens qui ont pris 3, 4, parfois 5, 6. J'en connais même qui ont mis près de 10 ans à bâtir ce qu'ils ont bâti avant d'avoir la levée de fonds, le partenariat. Et ces 10 ans qu'ils ont passé à comprendre en fait le problème et à comprendre comment est-ce qu'ils peuvent travailler avec les autres aussi et comment est-ce qu'ils peuvent travailler de façon impactante avec le gouvernement. Donc, il faut se donner du temps et il faut aussi avoir la maturité d'esprit de comprendre pourquoi ce temps-là est important. Right. Et selon toi, pourquoi est-ce que les startups anglophones arrivent à aller beaucoup plus loin que les francophones? Est-ce que c'est un problème d'écosystème? Est-ce que c'est un problème de notion à l'entrepreneuriat? La première réponse, pour moi, ce serait la culture. Je trouve que on a un héritage dans notre manière de penser très francophone. Donc, on a envie en fait de poser les choses de façon très réaliste. Avant d'aller sur le terrain, on a envie en fait de se sentir un peu en sécurité ou protégé avant de commencer quoi que ce soit. Donc je pense en fait que la culture entrepreneuriale est peut-être la première raison. Et c'est parce que on le voit d'ailleurs dès l'école. Moi je le dis quand je vois le système académique francophone et le système académique anglophone. On voit tout de suite une grande différence. Je me souviens, nous, il fallait pas poser de questions en classe. Il fallait prendre l'information, l'apprendre par cœur et la redonner comme on te la donne. Dans le système anglophone, tu questionnes ce qu'on t'apprend. Tu es là pour développer un esprit critique. Tu n'es pas là pour prendre. Et aujourd'hui, ce que j'ai beaucoup remarqué dans le monde d'ailleurs du travail, dans le monde des affaires, c'est qu'en fait, il faut poser des questions. Les questions, c'est la manière d'exprimer ton intérêt, c'est la manière de bâtir du lien, c'est la manière de créer ce relationnel. Là où nous, on nous a toujours dit, faut pas poser de questions, sinon, le professeur, l'adulte, il va croire que tu challenges ce qu'il dit ou il va pas te croire ou voilà. Donc, je pense en fait que la culture, ça vient de beaucoup de choses. Et ici, dès l'école, finalement, ça impacte les entrepreneurs que nous sommes bien plus tard. Il y a aussi, et on en a parlé un petit peu, mais le fonctionnement, les modes de vie. Nos modes de vie sont très différents. On est dans des modes de vie qu'on essaie de standardiser au maximum, même si notre génération et celle de nos enfants vont continuer de changer ce qui sont les normes. On avait quand même pendant longtemps une société très figée. Et donc, amener des modèles disruptifs, c'est compliqué. Ça demande une éducation. Et je me souviens, beaucoup de startups ont passé des années à éduquer leurs clients à comment ils doivent utiliser un produit. Tu as parlé d'éduquer le marché et j'ai automatiquement pensé à Expat Dakar où je suis aussi passé. Ouais. Voilà, Mapenda Sow qui a... T'imagines Mapenda Diop Mapenda Diop. Wow. Et il nous parle souvent de éduquer le marché. Et à chaque fois que j'entends parler d'éduquer le marché, c'est ça. Automatiquement à Mapenda Diop à qui je pense en fait. Et qui est un entrepreneur formidable et qui est quelqu'un aussi qui dans l'ombre inspire beaucoup. Il fait aussi partie des personnes qui ont vraiment semé quelque chose de particulier en moi. On est deux. On n'a pas. Je pense avoir fait là-bas à Expat 2 mois, mais il a semé énormément de choses. Il vient, il discute avec tout le monde, même nous qui étions vraiment des juniors, mais
Il est extraordinaire. Et tu vois, quand on parlait tout à l'heure d'impact et que je te disais finalement, c'est pas l'impact financier, c'est l'impact des gens. Ouais. Quand je pense à l'équipe d'Expact Dakar, pour ceux que je connaissais dans l'équipe, je pense que vous êtes tous entrepreneurs. Vous avez tous aujourd'hui votre propre business, quasiment. Vous avez tous une start-up. Non, il peut même pas s'imaginer ce qu'il a fait. On partait sur le terrain pour parler aux commerçants, etc. Et on revenait tout le temps avec des excuses. On revenait tout le temps avec des excuses. Mais c'est-à-dire, il trouvait toujours un moyen de nous faire comprendre que c'est à nous, en fait, de les faire passer à l'action, etc. Il a vraiment créé un mindset shift chez nous et il est extraordinaire. Et je pense qu'aujourd'hui, si je suis dans le marketing digital, c'est grâce à eux. Parce que j'ai entendu parler de marketing digital pour la première fois à Expact Dakar. Je pense qu'ils ont recruté les premiers digital marketeurs qui ont été formés à l'extérieur, etc. Je pense à Aziz Somb, etc. où j'ai entendu parler de Google AdSense, etc., rémunération. Et qui ont eu un impact fort sur l'écosystème parce qu'il a fallu qu'il y ait comme ça de beaux modèles locaux généreux. Qui ont ensuite attiré des entreprises plus grandes. Voilà, c'est vrai qu'après Expact, on a eu la vague Jumia qui est venue et ça a beaucoup joué, je trouve, sur le e-commerce. C'est des histoires dont on devrait en tout cas parler davantage. C'est clair. Parler davantage. Et tu as travaillé sur la Startup Act. Oui. Et là, est-ce que tu peux nous expliquer avec des termes très simples, c'est quoi la Startup Act? Parce que j'ai l'impression que, oui, pour beaucoup dans l'écosystème, ça a été un projet beaucoup plus symbolique qu'un levier, en fait, pour les startups. Et est-ce que tu peux nous parler de ce projet-là? Oui, avec plaisir. Ça me fait toujours sourire et ça me touche beaucoup parce qu'en fait... une fois encore, ça a beaucoup joué sur la personne que je suis, ça a beaucoup joué sur mon réseau parce que ça m'a amené au niveau continental tout de suite et ça m'a permis de grandir. Je me souviens, pour pas mentionner de pays, mais je me suis retrouvée dans certains pays, voilà, jeune femme, seule femme autour de la table, avec des décideurs du gouvernement. Donc, ça m'a permis en fait aussi de comprendre une fois de plus qu'il faut juste avoir du courage. Et le Startup Act, l'aventure de tout ce processus me touche beaucoup parce que pour moi, c'est une histoire de courage, de vision et de vision collective surtout. Et très vite, pour apporter un peu le contexte, parce que c'est un travail qu'on a mené au Sénégal, avec voilà tout l'écosystème, je reviendrai dessus, mais c'est une volonté en fait qui m'a permis de pouvoir très vite grandir à l'échelle panafricaine. Donc c'est un processus qu'on a répliqué dans tellement de pays, voilà, du Nigeria au Rwanda, à l'Afrique du Sud, au Mali. On organisait des policiers hackathons, on allait faire des policiers hackathons partout, et donc c'est d'abord la compréhension du fait que si quelque chose m'impacte, il est de ma responsabilité de m'engager à le faire changer. Si je ne suis pas d'accord avec l'impact que ça a sur moi, il faut que j'arrive à le faire changer. Et c'est un processus qui a commencé tout simplement parce qu'on a reconnu que nos boîtes commençaient à lever de l'argent, mais la partie en fait qu'elles devaient rétribuer en termes de taxes était trop importante. En parallèle, on avait des boîtes qui avaient réussi un petit peu à trouver leur product market fit, mais c'était quasi impossible de pouvoir lever des fonds. Tu en as parlé tout à l'heure, on avait une volonté étatique, politique, ADE, PME, fonds GIP, fonds 6, ANPEJ, la DER venait de se mettre en place. InnoDev à un moment donné, je pense. Voilà, donc il y avait aussi, oui, une vraie volonté politique, mais il n'y avait pas en fait une cohérence de parcours pour l'entrepreneur pour comprendre à qui je m'adresse, à quel moment et pourquoi. Et donc, il y avait en fait tout ce vivier de raisons qui faisait que c'était un momentum et c'était un momentum direct. Et donc, on a mené le processus
Il y a vraiment quelqu'un qui a été déterminant dans ce processus, qui est Papa Madoussar, qui a cru. Je me souviens de notre premier chat, premier pitch. Il m'a dit on va le faire, on va y aller. Et la DER a été les premiers à miser sur ce processus, à investir aux côtés de la Banque mondiale. Et c'est un processus qui, à ce moment-là, avait toute sa pertinence en termes d'action et d'impact. Les entrepreneurs se sont réunis, on a fait le Policy Hackathon, il y avait tout l'écosystème. Vraiment, il y avait tout l'écosystème, les 9 hubs d'innovation. On a tous travaillé ensemble, vraiment. Et on a sorti une loi qui répondait aux besoins des entrepreneurs. Mais il faut dire que c'est un processus qu'on a fait en 2019. 2019, oui, ou 2018. J'ai même un doute, tellement ça fait longtemps. Donc, aujourd'hui, on le regarde parce que la loi est passée, mais la loi n'a jamais été opérationnalisée. Et le vrai challenge, c'est d'une part de l'opérationnaliser. Il faut développer tout le mécanisme. Bon, il y a quelques années, il y a le comité de labellisation qui a été mis en place. Et on a vu dernièrement le lancement de la labellisation. Je suis d'ailleurs très curieuse et je pense que l'écosystème aussi de savoir comment est-ce que ce travail de labellisation progresse. Mais la réalité, c'est que même si aujourd'hui on développe les mécanismes, et c'est mon point de vue, on a besoin de remettre cette loi à jour parce qu'elle va peut-être pas, comme tu le dis, répondre aux besoins des entrepreneurs aujourd'hui avec des mécanismes qu'on a pensés il y a déjà 6 ans. Donc, elle est là pour changer l'écosystème. Son but, c'est vraiment de faciliter l'accès au financement, de faciliter l'accès à la structuration, de pouvoir démarrer un business sans frais. Et en se disant, en fait, si aujourd'hui je paye pas de taxes, de pouvoir avoir des mesures incitatives sur les taxes. Si je paye pas de taxes aujourd'hui, je paierai des taxes demain. Donc, c'est un investissement aussi que l'État fait sur son vivier entrepreneurial pour récupérer des taxes demain. Mais on a besoin, en tout cas, en mon sens, pour qu'elle soit très instrumentale pour changer, en fait, les business, il faut qu'on s'assure que cette loi soit à jour et qu'elle réponde aux problèmes d'aujourd'hui des entrepreneurs. Beaucoup de ces problèmes sont les mêmes, mais le marché a changé, l'adoption du digital a changé, les modèles aussi de financement ont beaucoup évolué depuis. Je le dis souvent, j'aimerais beaucoup voir plus d'assessment de notre écosystème. On a tellement investi, fait. J'aurais aimé qu'on ait juste le temps de se poser autour de la table et de dire, guys, avant d'opérationnaliser, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'on ne fait plus, qu'est-ce qu'on fait 2 fois plus, où on en est, sur ce qui a été investi, qu'est-ce qu'on en tire comme valeur. Je trouve qu'on a beaucoup de belles leçons en fait à tirer pour que voilà le Startup Act puisse réellement servir aux startups du marché d'aujourd'hui, mais aussi qu'il soit assez visionnaire pour adresser les startups qui arrivent. C'est clair. Et tout à l'heure, tu disais qu'à un moment donné du processus, tu étais la seule ou bien l'une des quelques femmes qui étaient autour de la table. Et là, actuellement, peut-être que c'était il y a plus de 5 ans, quelle est la place actuellement de la femme dans l'écosystème entrepreneurial, dans l'écosystème innovation en Afrique francophone? La femme a un rôle clé. Elle est au cœur de l'écosystème. Elle est au cœur de l'écosystème. C'est juste qu'elle est beaucoup dans l'ombre. Elle est beaucoup en backstage. Elle est beaucoup dans l'impact. Peut-être moins dans le business revenue. Mais j'ai toujours dit, et je l'ai toujours dit, je l'ai dit depuis l'époque du CETIC. Et c'est quelque chose, je me rends compte, qui est encore valable aujourd'hui. L'écosystème est un écosystème de femmes. Les dirigeants de hub majoritairement sont des femmes. Les dirigeants d'accélérateurs sont des femmes. Les plus belles business développeurs dans les startups sont des femmes. Les commerciales sont des femmes. Elles sont partout dans la tech. Elles sont au cœur de la tech parce que celles qui sont derrière, qui codent, qui sortent des modèles, ne se mettent pas assez en avant. Donc, on a l'impression... Celles qui remboursent aussi, c'est les femmes. Et celles qui remboursent, c'est des femmes. Je vais y venir. Je vais y venir exactement. Mais elles sont très présentes et elles sont présentes tout au long de la chaîne, en fait, du développement à la recherche produit, à l'acquisition de marché, donc à la phase commerciale, les femmes sont là. Elles sont très présentes dans le donner-recevoir, donc c'est elles qui accompagnent majoritairement les entrepreneurs. Les plus belles coachs que nous avons au Sénégal sont des femmes, que ce soit des coachs business comme des coachs de vie, des coachs
coachs, ce sont Shout des out femmes. to Mina Pro et Cordou qui sont déjà passés et qui ont fait Exactement, qui sont une toutes les très belle deux. masterclass. Quoi. Voilà. Et il y en a d'autres qui vont venir. Exactement. Nos coachs les plus impactantes sont des femmes. Quand on se rend compte aussi, il y a beaucoup de milieux décisionnaires pour l'écosystème où elles sont pas mises en avant, mais c'est des femmes en fait aussi. Et j'ai une grande pensée pour l'équipe même du ministère, nos équipes étatiques qui sont faites de femmes et qui sont faites de femmes avec une poigne incroyable. Je pense à Khadijatou qui me vient en tête et qui est en train d'apporter tellement de vie. Et j'en arrive exactement à ça. Pour moi, les femmes sont au cœur de la tech et si l'écosystème est aussi vibrant, c'est parce qu'il y a des femmes. Bien entendu, we love you guys. On a besoin de vous à nos côtés et c'est un partenariat. Je pense que c'est un partenariat. Il faut réussir à trouver l'équilibre, mais elles redonnent. Et pour moi, c'est ce qui est beau, en fait, quand on parle de la place des femmes, c'est qu'on ne peut pas parler de la place des femmes sans parler de l'impact des femmes. Une femme entrepreneur réinvestit au moins 50% de la valeur de ce qu'elle fait dans sa communauté, sa famille, son milieu, elle redonne. Une femme entrepreneur qui lève de l'argent, elle rembourse, et tu l'as dit tout à l'heure. On se rend compte d'ailleurs, quand on parle avec des institutions bancaires, que celles qui remboursent le mieux, de façon plus constante, plus continuelle, sont des femmes. Donc, il faut prêter davantage d'argent aux femmes. On a encore tendance à parler de la place des femmes, beaucoup sur le soft skills, et elles apportent beaucoup en termes de soft skills à l'écosystème, aux entreprises, aux startups. Mais j'aimerais qu'on ait beaucoup plus de modèles de succès et de rôle modèle sur les femmes qui sont vraiment dans le core, qui sont dans la deep tech, qui développent voilà, des produits et il y en a vraiment de très belles. J'ai une pensée pour Rosso qui fait partie de l'agence spatiale sénégalaise qui travaille aux côtés de Marem et on a besoin de modèles comme ça. Donc elles sont là, elles sont présentes, elles sont fortes, elles créent de l'impact, elles créent de la valeur, mais elles ne sont pas assez mises en valeur. On ne met pas assez de lumière et donc ça demande des plateformes comme la tienne, ça demande des hommes entrepreneurs à créer plus d'espace pour que ces femmes entrepreneurs puissent être visibles. Ça demande aussi beaucoup plus de médias pour documenter ce qu'elles font et créer des rôles modèles qui vont parler à nos petites sœurs. Moi, je le dis, voilà, j'ai envie que quand on va faire des talks à l'université ou des talks dans des écoles, on n'a plus besoin de penser à Mae Jamison, mais on peut penser à Rosso, typiquement. Donc, voilà, elles sont là. Elles sont là et j'espère que à travers ce message, tout le monde peut jouer un rôle à les rendre beaucoup plus visibles. Si tu avais une vérité inconfortable à dire aux entrepreneurs africains, ce serait quoi? Une vérité inconfortable. Je parlerai de l'énergie et je parlerai en fait des limites. Et parce que bien entendu, on a une niaque incroyable en tant qu'entrepreneurs africains. Les entrepreneurs africains ont une niaque incroyable. Ils sont vraiment drivés par une énergie énorme, un dynamisme énorme. Mais la vérité, c'est que son énergie, il faut la préserver. Son énergie, il faut la préserver de jour en jour, de mois en mois, d'année en année. Et souvent, on peut tout donner à l'instant T en se disant qu'ensuite, j'aurai plus besoin de donner autant d'énergie. Mais la réalité, c'est qu'on a besoin de donner autant d'énergie tout le temps pour arriver à cette durabilité. Et la réalité, c'est ça. C'est que son énergie, il faut la préserver, il faut mettre des limites et il faut réussir en fait à trouver la balance jour après jour, semaine après semaine, année après année. Qu'est-ce qui te donne encore espoir par rapport à... Qu'est-ce qui te donne encore l'espoir par rapport à l'avenir de l'entrepreneuriat africain? Mes filles, c'est peut-être la première raison et c'est parce qu'elles sont là tous les jours et je le vois. Je le vois dans la manière dont cette génération pense. Elle pense très différemment de nous. C'est une génération qui détecte le vrai du faux. Leur rapport à l'authenticité est très différent. C'est une génération qui absorbe l'information différente, qui la redonne différemment. C'est une génération qui est très critique en fait et qui challenge tout. Et donc, c'est déjà pour moi une grosse source d'espoir parce que je me dis, waouh, de façon tellement innée, ils sont déjà
tellement différent de qui nous sommes. Et ça apporte en fait tout un monde des possibles. Et avec l'impact du digital, tout un monde de rien n'est impossible. Ok, ça c'est le premier espoir. Le deuxième, c'est ce que j'appelle le soft power et j'en parlerai. Alors, ça fait quelques années que j'écris des lettres que j'envoie à très peu de gens. En général, j'ai une lettre tous les lundis. Je n'ai pas encore publié celle d'aujourd'hui. Parfois, je la publie pas. Mais il y a quelques mois, je parlais du soft power et j'en parlais après mon expérience à Afro Nation cet été. Parce qu'en fait, l'espoir, la croissance, l'apprentissage, notre futur, en fait, il est déjà là. Mais c'est juste qu'on n'a pas encore réussi à le canaliser, catalyser et à le valoriser. Et pour moi, le soft power, c'est ça. On inspire la mode, on inspire les films, on inspire la musique, on inspire les jeux vidéo. Finalement, l'esprit, la culture africaine, le cœur africain, il est partout, il est global. Et donc, l'espoir que j'ai, c'est qu'on puisse totalement s'approprier le narratif qui va avec ce soft power pour qu'il puisse bénéficier à tout le continent. Et tous les jours, on est confronté à notre soft power où on l'a sous les yeux. Et je pense que ça nous rend d'autant plus fiers. Et ça me donne beaucoup moins d'espoir. Et la troisième chose, c'est qu'on a quand même un écosystème ou des marchés où il y a tout à bâtir. Donc, on ne peut pas se dire, on est arrivé en bout de ligne, ça y est, on l'a fait. On a en fait une volonté de pouvoir continuer qui est aussi présente tous les jours. On a des nouvelles idées qu'on peut apporter tous les jours. On a des nouveaux projets, des nouvelles organisations qui naissent tous les jours. Il y a des programmes de volontariat qui sont menés tous les jours. Donc, en fait, si on a envie, il y a vraiment un vivier de choses à faire et l'espoir, c'est de voir ce vivier-là de façon constante. Quand je vais au CJS, donc voilà, je vais rencontrer l'équipe, je vais passer du temps avec Sobel, mais j'adore juste me poser dans le CJS et regarder les jeunes et voir ceux qui font de la poésie, les petits qui jouent là-bas. En fait, c'est juste ce vivier d'opportunités qui est si présent et qui ne peut pour moi en fait se transformer qu'en espoir. Donc voilà. Est-ce que tu as déjà eu une discussion qui a créé un grand déclic en toi, ou bien une discussion qui t'a tellement marqué un échange que tu ne l'oublieras jamais en fait? Oui, j'en ai quelques-uns, j'en ai même beaucoup. J'en ai même beaucoup parce que, comme pour revenir un peu au début de notre échange, pour moi, les gens dans ta vie sont déterminants. Et parfois, les gens te disent des choses, malheureusement, on n'est pas dans l'écoute. Moi, je dis souvent, c'est dommage qu'on ne soit pas dans l'écoute. Parfois, quelqu'un va te dire une chose. If you don't grab it, peut-être que c'est toute une opportunité qui passe à côté. Et donc, oui, j'ai beaucoup de gens qui m'ont dit des choses et qui m'ont marqué ou qui m'ont changé et qui ont apporté. Il y en a beaucoup. Franchement, j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je peux peut-être en profiter pour remercier Yarou Guillatou, qui me vient en tête. Qui est aussi coach de vie, qui est une femme incroyable. Mais Rougiatou m'a pas dit qu'une chose, elle m'a dit beaucoup de choses qui ont changé ma vie et qu'elle te dit dans le quotidien, comme je dis, dans des interactions simples. Et pour moi, donc, l'écoute. On ne sait pas écouter. Être dans l'écoute active, c'est quelque chose que j'ai appris et qui change beaucoup. J'ai parlé tout à l'heure de Monsieur Zhao, j'ai parlé de Aïda. Il y a même parfois des gens extérieurs. Je vais écouter un talk et en fait, il y a une phrase dans ce talk de quelqu'un que je ne connais même pas, que je lis pas, mais qui va rester avec moi. Et donc, j'ai toujours un carnet en fait. J'ai toujours mon carnet et je cote les gens tout le temps, que ce soit des gens connus, que ce soit toi et moi, on est en train de discuter. Tu veux qu'on te laisse prendre le carnet pour nous partager quelques punchlines? Avec plaisir, je pourrais. Vas-y. J'en ai écrit une ce matin. Vas-y. Je pourrais, Yeah. Mais oui, j'ai mon petit carnet parce que je note en fait tout ce qui me marque au cours de ma journée, au cours de mes meetings, au cours de mes interactions. Et c'est des choses que je reviens, quand j'ai le temps, je reviens et je les lis. Donc alors, attends. Je vais essayer de trouver quelque chose pour nous. Il y a beaucoup de choses. Ok. Je vais lire celle-ci, qui apparemment est un extrait d'un podcast.
et qui dit il faut bâtir, alors c'est écrit en anglais, je vais essayer de le traduire live. Il faut bâtir en fait des tactiques qui impliquent le changement. Donc dans la tactique doit être imbriqué le changement et ça passe par deux choses, les objectifs et les narratifs. Donc attention aux détails, attention to details, test simple, tester simple, trust yourself, croire en soi, and feel alive, that's how you cultivate your impact. Donc, c'est des choses assez basiques, mais en fait, parfois, on a besoin de les lire, on a besoin de prendre du recul, on a besoin de se poser et de réfléchir. Et je vais, vous épargner, mais il y a toute une petite réflexion sur ces 3-4 phrases que j'ai déjà entendues peut-être 100 fois, mais parce qu'en fonction de où on se situe dans la vie, ces choses-là résonnent en fait différemment. Et parfois, on est dans des situations bien précises, mais on a besoin en fait de juste être remis un peu à l'heure en se disant « Mais pourquoi t'as peur ? Mais pourquoi est-ce que tu essaies de trop penser, d'overthink ?» Et donc voilà, test simple, c'est peut-être une petite chose, mais c'est un rappel, voilà, des petits rappels constants. J'ai l'impression que en fait, il y a maintenant un grand switch qui s'opère. C'est qu'avant, pour faire de grandes choses, il fallait faire des choses complexes. Mais maintenant, ce qui change le monde, c'est des gens qui arrivent à simplifier les choses. Et c'est ce que je comprends à travers ce passage-là. Et même parfois, pour se lancer, on crée pas. J'ai besoin d'un business plan, j'ai besoin de ça pour me lancer. Alors que pour tester, tu peux parfois juste aller vers tes potentiels clients et leur poser de simples questions. Tout à fait. Est-ce que cet outil-là pourrait changer ta vie? Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est-à-dire, on n'a pas forcément aussi besoin d'investir beaucoup pour juste dérouler une étude de marché. Peut-être l'étude de marché, c'est juste envoyer de simples messages à ses contacts pour avoir le retour. Exactement. Et je me souviens, pendant longtemps, j'étais pas une grande fan du business plan. Je disais, fais juste un business model Canva. Et les gens me disaient, mais le business model Canva, demain, il sera plus valable parce qu'il est très spécifique. Et je disais, mais c'est pas grave, tu le refais encore demain. Et vaut mieux peut-être, aller avec comme ça des modèles, des petits modèles, mais qui sont concrets, que d'essayer de penser ton business à 3-5 ans. Souvent, en fait, le terrain et le marché aussi te montrent que c'est pas ce qui se passe. Je pense pour la plupart des entrepreneurs. Et c'est peut-être des études à faire. Quels sont les business plans qui restent le même business plan? Quasiment jamais. Quasiment jamais. Donc, il faut beaucoup de flexibilité. Et la flexibilité, c'est faire les choses simples. Pour terminer, qu'est-ce que tu as envie de dire à la Eva Sow adolescente? Ou bien qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise quand tu étais adolescente? C'est une question assez facile parce que c'est une question à laquelle j'ai beaucoup pensé. Je lui aurais dit « Be like the water ». Soit comme l'eau, soit aussi... L'eau trouve toujours des solutions, elle se glisse là où on ne l'attend pas. Elle trouve une petite brèche en fait qui au fil du temps va s'élargir pour donner un espace où l'eau peut passer de façon beaucoup plus facile. Donc oui, be like the water, be flexible, be agile, and you're gonna find your way, no matter what. Et là, c'est le moment où tu peux dire tout ce que tu veux. Pose-toi une question à toi si tu veux, dis tout ce que tu veux pour terminer. Pour terminer, je reviens au début. Laisse-moi faire un cercle complet, je reviens au début. Vas-y. Aimons-nous et montrons-nous qu'on s'aime. C'est important, c'est vraiment important. Et en fait, l'humain est fait pour être avec d'autres humains. Et on le voit tous les jours, mais on ne se permet pas en fait d'exprimer l'amour qu'on a. Et quand je parle d'amour, je ne parle pas de relations forcément amoureuses, mais c'est dans le travail, c'est dans les interactions avec les collègues, c'est en allant acheter quelque chose à quelqu'un à la boutique, en prenant un taxi, en laissant passer l'autre dans la rue. C'est un appel juste à l'amour parce qu'on a l'impression que c'est quelque chose d'acquis, mais plus notre monde va continuer à évoluer et plus on va être dans un univers de plus en plus virtuel, plus on va devoir être intentionnel dans la manière dont on veut exprimer l'amour. Donc, un appel à l'amour. Aimez-vous, aimons-nous. En tout cas,
On est vraiment reconnaissant de t'avoir sur ce plateau. Et on te remercie pour ton temps et pour toutes les belles choses que tu nous as partagées. Merci à toi, merci à toi. C'était un grand plaisir et bravo aussi pour la plateforme que tu crées. On a besoin de plateformes comme celle-ci pour pouvoir partager, pour pouvoir venir aussi juste s'exprimer. C'est quelque chose qui n'est pas acquis ici. Donc bravo à toi. J'espère que tu puisses continuer à mettre en lumière les entrepreneurs sénégalais, mais aussi au-delà. Et j'espère aussi que ça crée, comme on parlait tout à l'heure d'étincelles, j'espère vraiment que cette masterclass inspire beaucoup de jeunes dehors à pouvoir faire comme toi et bien plus. Ciao. Salut. Pour que nous puissions continuer à te donner gratuitement encore plus de ressources qui transforment ta vie, nous avons besoin de ta force. Il suffit juste de cliquer sur le bouton s'abonner. Merci de faire partie de ce mouvement de changemakers qui font bouger l'Afrique.